Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. 3 mois après l'invasion de l'Artsakh par son ennemi azéri, quelle est la situation en Arménie ? Alors on rappelle la chronologie des derniers événements. Il y a 3 ans, l'Azerbaïdjan déclenchait sa seconde guerre contre le Haut-Karabakh, donc une région peuplée en quasi-totalité par des Arméniens qualifiés de séparatistes, donc par Bakou, par la capitale, et donc l'Azerbaïdjan revendique le Haut-Karabakh. Donc le 27 septembre 2020, il lance une attaque provoquant la mobilisation générale, la loi martiale dans les deux pays, et dès le 10 octobre, une médiation russe permet un cessez-le-feu et les autres, malheureusement, seront vains. Le 9 novembre dernier, les troupes azéries prennent d'assaut la capitale historique de l'Artsakh, Chouchi, et le lendemain, le Premier ministre arménien signe capitule. Il signe un accord de fin des hostilités sous l'égide russe chargé de garantir la paix, une paix difficile, fragile. Pendant des mois, ces habitants de l'Artsakh sont pris dans un blocus et puis cette année, le 19 et 20 septembre, les régions tombent finalement complètement entre les mains de l'Azerbaïdjan, le temps d'une opération éclair de 24 heures. Alors en quelques jours seulement, l'intégralité de la population se réfugie donc en République d'Arménie voisine par peur des exactions qu'ils ont déjà connu, et le président de la République d'Artsakh signe alors un décret portant son autodissolution et de toutes les institutions gouvernementales au 1er janvier 2024. En conséquence, la République devrait cesser son existence. Mais voilà, nous sommes le 9 janvier, l'Artsakh n'est pas dissous. À quelques jours de la date fatidique du 1er janvier, le 22 décembre dernier, le président fait volte-face et annule cette dissolution. Alors que se passe-t-il dans cette région du Caucase ? Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec donc Armand Alexanian. Bonjour Armand Alexanian. Bonjour, merci de votre invitation. Alors vous êtes ancien directeur d'Omerta Média, fondateur d'un nouveau média, Témoin, qui sera lancé avec un documentaire sur l'Arménie. Et puis nous sommes avec Benjamin Blanchard. Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Corentin. Vous êtes directeur de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Alors je ne l'ai même pas mis dans ma description tellement c'est évident, mais vous avez évidemment une émission ici sur Radio Courtoisie. Alors je voulais commencer avec vous Benjamin Blanchard. Donc l'annulation de la dissolution de l'Artsakh, est-ce que c'est véritablement un retournement spectaculaire ? Est-ce que c'était prévisible ? Et qu'est-ce que ça dit justement de la situation actuelle en Arménie ? On parle de choses assez théoriques, puisque en réalité l'Artsakh n'existe plus. La région a été entièrement envahie par l'Azerbaïdjan et il ne faut pas se payer de mots, il s'agit bien d'une catastrophe. L'Artsakh avait toujours été arménien depuis des siècles et des siècles, depuis des temps immémoriaux. Et malgré toutes les occupations, les empires qui sont passés dans cette région, tous ces empires avaient toujours maintenu une administration, une sorte d'autonomie, en tout cas une présence. Ils avaient laissé le peuple arménien dans ces montagnes et avec sa présence culturelle, religieuse, linguistique, etc. Mais maintenant, c'est fini. Il n'y a plus d'Arméniens en Artsakh pour la première fois, peut-être depuis 1500, 2000, 3000 ans. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas historien. Mais c'est vraiment une catastrophe. Et je dois dire que dans cette catastrophe, hélas, et pardon, je ne suis pas arménien, alors je suis peut-être mal placé pour le dire, mais je crains que les autorités arméniennes présentes et les précédentes aient une lourde part de responsabilité. Les précédentes pour n'avoir pas préparé l'avenir et pour s'être reposées sur les lauriers de la victoire de 1994. Et les actuelles, je crains qu'elles n'aient, dès leur arrivée au pouvoir en 2018, eu pour le plan de liquider l'Artsakh pour se débarrasser de ce boulet qui empêchait d'accomplir le plan prévu de se changer d'alliance, en fait, de quitter l'alliance russe pour se rapprocher de l'OTAN. C'était impossible tant qu'il y avait l'Artsakh, puisque dans l'OTAN, il y a la Turquie, donc il ne faut pas fâcher la Turquie et ses alliés. Maintenant, la voie est libre. On a vu, d'ailleurs, dès la chute de l'Artsakh, la France, d'un coup, a accepté de livrer des armes. Ça faisait des années que le gouvernement arménien demandait à ses nouveaux alliés des armes, mais bizarrement, c'était impossible. Mais d'un coup, une fois l'Artsakh tombé, les armes arrivent. Pourquoi ? La question est ouverte. On va parler de tout ça et puis des alliances avec la Russie. Je me tourne vers Armand Alexanian, notamment cette annulation de la dissolution de l'Artsakh. Pour vous, c'est un retournement, ça vous a étonné ou pas ? Alors c'est plutôt étonnant, mais après il faut aussi prendre en compte le fait que les dirigeants de l'Artsakh, ce sont des montagnards. Ce sont des montagnards très fiers. Aujourd'hui, c'est purement symbolique, bien évidemment, vous l'avez rappelé. La population de l'Artsakh est aujourd'hui en Arménie, en quasi-totalité, en tout cas, a quitté le territoire de l'Artsakh. Il n'y a presque plus d'Arméniens en Artsakh. Donc c'est symbolique, ça repose sur effectivement un vide juridique
mais c'est avant tout symbolique. Il n'y a plus d'Arméniens en Artsakh, et même si cet État n'est pas dissolu, cette république autoproclamée du moins, n'est pas dissolue de ses institutions, et alors Oui, c'est ça. Et alors, ça ne change absolument et strictement rien en termes de population. Voilà, aujourd'hui, l'Artsakh est peuplé exclusivement d'Azerbaïdjanais. Aujourd'hui, il est occupé par les forces azerbaïdjanaises et il est repeuplé par des Azerbaïdjanais, effectivement, les maisons ancestrales arméniennes, vous l'avez rappelé, des maisons ancestrales, des terres ancestrales arméniennes sont aujourd'hui habitées par des Azerbaïdjanais, occupées par des Azerbaïdjanais. Alors, on va continuer cette table ronde avec vous, Armand Alexanian et puis Benjamin Blanchard, mais tout de suite, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, il est 8h. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Et Laurent Léléquian nous a rejoint pour cette table ronde. Bonjour Laurent Léléquian. Vous m'excusez pour les problèmes techniques. Oh, bon, il n'y a aucun problème. Alors, vous êtes analyste politique, spécialiste de l'Asie mineure et du Caucase du Sud. Alors, on en a parlé donc, de cette non-dissolution de l'Artsakh. Est-ce que le gouvernement, finalement, de l'Artsakh a véritablement de quoi négocier? Parce qu'on l'a vu, finalement, l'Artsakh, aujourd'hui, n'est plus peuplé d'Arméniens, il est peuplé d'Azerbaïdjanais. Donc, il y a véritablement cette occupation azerbaïdjanaise. Font-ils le poids? Est-ce qu'ils peuvent être écoutés par l'Azerbaïdjan qui a complètement repris le territoire? Est-ce qu'il y a des négociations possibles? Alors, aujourd'hui, les autorités d'Artsakh ne font clairement pas le poids. Bien évidemment, l'Azerbaïdjan fait tout pour qu'ils ne fassent pas le poids et ne souhaite pas du tout négocier quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, la vraie problématique de ces autorités d'Artsakh, c'est leur propre affirmation et leur propre incarnation politique en Arménie. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le pouvoir arménien lui-même, concentré sur la sécurité de son propre territoire, et qui a fait son deuil du Karabakh, ne souhaite absolument pas que ces autorités d'Artsakh s'affirment politiquement. Donc aujourd'hui, les responsables artsakiotes qui sont, comme ça a été dit par, je crois, M. Alexanian ou par M. Blanchard, qui sont en Arménie, hésitent énormément à s'affirmer par une structure politique parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être suivis et ils sont à peu près, sinon sûrs, en tout cas, ils craignent d'être poursuivis par les autorités arméniennes. Alors justement, craignent d'être poursuivis par les autorités arméniennes. Et aujourd'hui, Benjamin Blanchard, donc on l'a dit, il y a eu une vague, 120 000 personnes ont dû fuir leur terre de leurs ancêtres, donc leur terre millénaire. Ils ont fui en pantoufles dans l'urgence totale. Certains ont même brûlé leur maison derrière pour éviter de les laisser aux mains de l'ennemi. Aujourd'hui, quel est l'état de cette terre du Haut-Karabakh et puis aussi de ce patrimoine pluriséculaire? On rappelle que l'Arménie fait partie véritablement du berceau du christianisme et des chrétiens d'Orient. Alors déjà les réfugiés, mais il faut quand même en dire un mot, ont été bien accueillis en Arménie. Le gouvernement s'est bien démené pour bien les accueillir. Il s'est bien démené également pour les disperser, pour être bien sûr, comme disait Laurent Léléquian, qu'il n'y ait pas d'incarnation politique de l'Artsakh en Arménie. Donc on les a bien dispersés pour être sûr qu'il n'y ait pas de groupes, de poids politique, de contestation, etc. Et puis, alors bien sûr, sur les terres de l'Artsakh, alors on a peu d'informations, on n'a que les informations qui viennent données par l'Azerbaïdjan, donc la propagande azérie, et donc ils sont en train d'essayer de peupler cette région par des Azéris, mais en tout cas il n'y a aucun doute à avoir sur le sort qui est réservé au patrimoine arménien, puisqu'il suffit de lire la propagande et la nouvelle histoire de la région diffusée par l'Azerbaïdjan. Il n'y a pas de place pour l'histoire arménienne. C'est l'Albanie du Caucase, c'est toute une mythologie qui est recréée, et donc il faut que la réalité corresponde à cette mythologie, et donc il faut faire disparaître toute trace de l'arménité de cette région, et gageons que ça va aller vite. Et bien sûr, personne n'en dit vraiment un mot, parce que tout le monde a un vil soulagement, y compris le gouvernement arménien de M. Pachinian, d'être débarrassé de ce sale boulet qu'était l'Artsakh. Je voudrais quand même avoir un mot pour les prisonniers politiques qui sont toujours dans les geôles azerbaïdjanaises, donc qui étaient en fait les dirigeants de l'Artsakh, notamment les anciens présidents, donc sauf le dernier qui est resté là que quelques semaines pour liquider dans le bon ordre, on va dire.
mais les anciens présidents, les anciens ministres d'État, c'est-à-dire le Premier ministre, et puis des parlementaires, des ministres, et notamment un que je connaissais bien et qui était vraiment remarquable, David Babayan, qui était ministre des Affaires étrangères, et tous ces gens-là sont dans les geôles azerbaïdjanaises. Je ne sais pas si les procès ont déjà eu lieu ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas de nouvelles d'eux, et c'est aussi scandaleux, et on entend bien peu de protestations envers l'Azerbaïdjan, hélas. Oui, voilà, on entend très peu de protestations. On va aussi revenir pourquoi, justement, ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'a pas reçu l'écho médiatique qu'il méritait. Mais je voulais revenir sur, justement, c'est que c'est plus qu'une querelle de territoire, c'est aussi une querelle historique entre ces deux régions. Et évidemment, ça s'inscrit aussi, ce conflit Armand Alexanian dans cette lignée de l'épuration des Arméniens, commençait un siècle plus tôt, donc par les jeunes Turcs. Il y a ça encore chez eux, enfin, il y a ce fond historique dans ce conflit. Tout à fait, je pense qu'il faut aussi rappeler les dimensions multifactorielles de ce conflit. On parle de conflit territorial, on parle de conflit religieux, c'est tout à la fois pour moi. Il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement un conflit territorial, mais il faut surtout pas oublier la dimension ethnico-culturelle. Vous l'avez rappelé, Monsieur Blanchard, il y a une volonté d'effacer totalement l'Arménie de l'histoire. Et puis, ça s'inscrit aussi dans un projet pan-turquiste qui consiste tout simplement à rallier la Turquie de la part de l'Azerbaïdjan. La prochaine menace, et ça ne fait aucun doute, je pense, dans l'esprit de tous les Arméniens, c'est le Sinuk. C'est la région sud de l'Arménie, parce qu'il faut effectivement le Sunnik, il faut pouvoir rejoindre l'Azerbaïdjan, il faut pouvoir rejoindre la Turquie pour l'Azerbaïdjan. L'autre point, c'est que l'Arménie, elle passe par la future route de la soie. Elle passe par la future route de la soie. Donc, territorialement, géopolitiquement, c'est une région extrêmement importante aussi pour l'Azerbaïdjan comme pour la Turquie. Aujourd'hui, l'Arménie a perdu, pour son bien d'ailleurs, un allié qui était jusqu'à maintenant historique, qui est la Russie. Soldats russes, qu'il faut rappeler d'ailleurs, qui ont assisté, puisqu'ils étaient chargés du maintien de la paix dans cette région, ont assisté à cette épuration technique sans bouger. Donc aujourd'hui, voilà, la Turquie et l'Azerbaïdjan menacent clairement non seulement le territoire arménien, mais aussi et surtout son histoire et son peuple. Le but est quand même l'éradication de l'Arménie et de son histoire. Vous parliez tout à l'heure de... Totale. C'est ça total. Le but, la finalité. Là, l'Artsakh est perdu. Maintenant, il faut aussi se concentrer sur le futur, sur l'avenir, et l'avenir du territoire arménien lui-même, de la République d'Arménie. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a des versions officielles, effectivement, uniquement du côté de l'Artsakh qui sont diffusées, dont des propagandes, mais il y a aussi des vidéos non officielles qu'on peut retrouver sur Telegram ou sur Twitter, où on voit des soldats azerbaïdjanais détruire des sculptures, du patrimoine arménien, profaner des tombes. Ils se filment en rigolant dans des églises en tirant à la Kalachnikov. L'aspect religieux est moins important parce que, selon moi, il s'inscrit plus dans un aspect culturel que religieux. L'Azerbaïdjan n'est pas forcément connu pour sa pratique religieuse très stricte, mais il y a un aspect culturel, bien évidemment, qui est totalement lié à l'aspect religieux. Alors, Laurent Lélékian, justement là-dessus, sur l'éradication totale de l'Arménie, vous pensez que c'est le but final de l'Azerbaïdjan, notamment cette région, cette province du Sunnik qui, comme l'a rappelé Armand Alexanian, est une zone stratégique pour l'Azerbaïdjan? Le problème, c'est que oui, bien sûr, évidemment que oui, pour l'Azerbaïdjan, qui est dans une dynamique totalement révisionniste sur l'histoire de la région, toute l'Arménie, peu ou prou, fait partie d'un Azerbaïdjan occidental qui n'a jamais existé. D'ailleurs, je tiens à souligner que le terme même l'Azerbaïdjan, ce nom même d'Azerbaïdjan n'a jamais désigné cette zone-là. Rien que le nom est déjà une spoliation, si vous voulez. L'Azerbaïdjan historique, c'est une région du nord de l'Iran. Et si la République d'Azerbaïdjan a choisi ce nom en se constituant, c'est déjà à l'époque, en 1918, dans des visées irrédentistes vis-à-vis de l'Iran. Pour revenir sur votre question, bien sûr que dans un premier temps, c'est le Sunnik. Je tiens à souligner que l'Iran a fait une offre d'un passage entre l'Azerbaïdjan proprement dit et l'autre territoire occupé depuis maintenant 1920, l'autre territoire arménien qui était le Nakhitchevan. De l'autre côté, c'est l'espèce d'enclave entre l'Arménie, l'Iran et la Turquie. Et donc, il y aurait des moyens de désenclaver le Nakhitchevan et de rejoindre la Turquie par ce moyen-là. Il y a quelques jours, le ministre, je crois, des Affaires étrangères turc, M. Uraloglu, a déclaré qu'en dépit de cette offre,
il prévoyait et il privilégiait le passage par ce qu'ils appellent le Zangezur, c'est-à-dire le sunnique arménien, cette région du sud de l'Arménie. Donc il y a vraiment une volonté d'annexion, d'irrédentiste, d'annexion du sud de l'Arménie dans un premier temps, et puis ensuite sans doute de toute l'Arménie. Pour ce qui est de l'Artsar proprement dit, effectivement on peut craindre des prédations fortes, au minimum, si vous voulez, des détournements, au maximum l'éradication du patrimoine. Je voudrais revenir sur le point du peuplement de l'Artsar par des Azerbaïdjanais. Effectivement, il y a, comme ça a été dit, il y a une volonté de Bakou qui prévoit d'importer 50 000, 100 000 personnes, voire plus, dans la région. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce territoire est essentiellement vide, hormis les troupes d'occupation. La population azérie montre très peu d'empressement, et on les comprend, à aller peupler des territoires qui sont quand même moins bien pourvus en infrastructures que Bakou, Sumgait, toutes les grandes villes d'Azerbaïdjan, qui sont plus pauvres, et finalement avec lesquelles ils ont très peu d'attaches en vérité. Donc c'est motiver des colons à aller peupler l'Artsar, alors évidemment on est en Azerbaïdjan dans un état autoritaire. Donc mais c'est quand même pas évident. Alors Benjamin Blanchard, sur cette volonté justement des Azerbaïdjanais finalement de conquérir complètement l'Arménie en passant, donc là ils ont eu l'Artsakh, le Haut-Karabakh, puis la prochaine destination convoitée c'est le Syunik, puis ça peut aller jusqu'à la capitale. Je pense qu'hélas avant le Syunik il y aura une étape intermédiaire, en tout cas dans les revendications, ce sont les enclaves, puisque du temps de l'Union soviétique, tout ça faisait partie du même État. Et il y avait des petites enclaves arméniennes au milieu de la République d'Azerbaïdjan, donc qui étaient des villages arméniens. Et à l'inverse, il y avait des enclaves azéries au milieu de l'Arménie, qui étaient des villages peut-être peuplés d'Azéris. Mais tout ça a été liquidé avec la guerre de 89 à 1994. Et donc les villages arméniens en Azerbaïdjan ont été vidés de ces Arméniens et peuplés d'Azéris. Et les villages azéris en Arménie ont été vidés et peuplés d'Arméniens. Et maintenant, les Azéris revendiquent ces enclaves en Arménie. Et il y a des discours du Premier ministre arménien actuel, Nikol Pachinian, qui laisse entendre que, notamment à Madrid, il y avait eu un discours qui laisse entendre qu'il serait prêt à rendre ces enclaves à l'Azerbaïdjan. Alors bien évidemment, pour les enclaves arméniennes en Azerbaïdjan, il n'est pas question de les récupérer, donc ça serait complètement déséquilibré. Et si ce funeste projet venait à exécution, le territoire arménien serait mité d'enclaves azéries. En plus, certaines sont situées sur des grands axes de communication, notamment sur la route nord-sud. Donc ça poserait de gros problèmes de communication, et gageons que dans ce cas, les Azéris réclameraient des voies de passage pour accéder à leurs enclaves. Donc ça multiplierait le problème du Syunik par 3, 4 ou 5. Et je voudrais quand même préciser que l'Azerbaïdjan, pendant ces 30 ans, ou après leur défaite de 1994, ils ont très bien travaillé, et notamment d'un point de vue diplomatique, ils ont consolidé leurs alliances, et aujourd'hui, on peut dire que l'Azerbaïdjan a des alliés très fiables. Ces deux principaux alliés sont la Turquie d'un côté et Israël de l'autre, qui sont des alliés qui ne leur ont jamais fait défaut et qui ne leur font pas défaut, et à mon avis qui ne leur feront pas défaut dans les années qui suivent. Même après le conflit, notamment avec le Hamas, finalement, on se rend compte que ça n'a rapport. Oui, ça n'a rien changé. Oui, n'en déplaise au turiféraire de la guerre des civilisations, il n'y a pas de rapport. On ne va pas développer là-dessus. Mais non, il n'y a pas de rapport. Et dans le même temps, l'Arménie se retrouvait avec un seul allié qu'elle cultivait, la Russie. Elle cultivait cette mono-alliance, en quelque sorte, du temps du précédent régime jusqu'à 2018, tout en ayant des bonnes relations avec tout le monde. Mais le problème, c'est que dès 2018, l'Arménie a tourné le dos à son allié unique, mais sans ce qui est en fait tout à fait son droit. Un État souverain a le droit de changer d'alliance, mais le problème c'est qu'il n'y avait rien en rechange. Et c'est ce que je mentionnais au début de cet entretien, tant qu'il y avait l'Artsar, il n'était pas possible de construire de nouvelles alliances. Maintenant, espérons pour l'Arménie qu'ils en soient capables. Je n'en suis pas tout à fait convaincu, et je dois dire
personnellement, ayant eu la chance d'aller en Artsar du temps où c'était l'Artsar, la première fois en 2008, en vacances, en autostop, etc. Et après, avec SOS Chrétien d'Orient, j'y suis allé à de nombreuses reprises. La dernière fois en 2022, je dois dire que c'est vraiment un crève-cœur à tout ce qui s'est passé et de savoir que toutes ces terres qui étaient si paisibles, si prospères, et si arménienne, totalement arménienne, maintenant c'est totalement terminé et on ne peut pas en parler sans un énorme pincement au cœur. Alors, Armand Alexanian, sur ces alliances, notamment l'Arménie alliée donc, des Russes, et puis même la France a reconnu l'Arménie étant alliée, mais il y a eu des aides militaires, je crois. Benjamin Blanchard, je crois qu'il y a eu des aides militaires de la part de la France à l'Arménie, mais il n'y a jamais eu de reconnaissance. Une vente d'armes, mais après la chute de l'Artsar. Voilà, avant, c'était impossible. Et notamment le président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat, sénateur socialiste Gilbert Luc de Vinaz, avait fait un discours tout à fait remarquable au Sénat lors d'une question au gouvernement, demandant au gouvernement français qui professait en permanence une grande amitié, un grand soutien pour l'Arménie, blablabla. Il avait demandé, mais passez aux actes, vendez des armes. On ne demande même pas d'en donner, mais vendez des armes. Et c'était... silence radio, la ministre avait répondu de manière tout à fait dilatoire. Et bizarrement, dès que l'Artsar est tombé, c'est devenu possible. Voilà, donc il y a des nouvelles alliances possibles. Et l'Arménie, les Arméniens se sont sentis délaissés par la communauté internationale, notamment l'Occident, qui est quand même chrétien, et puis la Russie, qui aurait pu les aider. Alors, tout à fait. Moi, j'aimerais rajouter dans les alliés l'Iran, tout de même de l'Arménie, qui a une place quand même très importante aujourd'hui dans le pouvoir géopolitique arménien. Pour ce qui est de votre question, effectivement, les Arméniens, il faut comprendre le conflit générationnel aussi qui existe en Arménie. Il y a toute une population post-soviétique qui croit encore à la sainte, qui est en réalité très soviétique, qui croit encore à cet allié russe culturel, cet ami aussi territorial. Les frontières, il ne faut pas oublier les frontières. C'est quand même l'allié historique de l'Arménie. Le problème de l'Arménie, c'est qu'elle s'est énormément reposée sur cet allié. L'économie aujourd'hui arménienne est quand même très dépendante de la Russie, c'est un fait. Il y a de nouvelles alliances qui se sont forgées, l'Inde notamment, avec laquelle l'Arménie s'est énormément rapprochée, la France, depuis malheureusement effectivement la disparition de l'Artsar, qui était, et vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, M. Blanchard, qui était impossible jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, parmi ces alliés, je pense que la France peut compter l'Arménie pour compter la France et principalement l'Iran, en ce qui concerne ce conflit. La nouvelle génération, maintenant les Arméniens un peu plus jeunes, plutôt issus nés dans les années 90, donc des trentenaires et les quadras, ont tout à fait conscience du rôle de la Russie et du rôle qu'a joué la Russie dans ce conflit et n'espèrent plus d'alliance avec la Russie. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus tournés effectivement vers la France et vers l'aide internationale. Est-ce que l'aide internationale a manqué à l'Arménie ? Oui. Est-ce que ce deuil est passé ? J'ai l'impression que oui. Aujourd'hui, il y a très peu d'Arméniens qui attendent une quelconque aide internationale. Ils comptent surtout sur eux-mêmes. Alors, Laurent Léléquian, justement là-dessus, sur ces alliances, et justement le Haut-Karabakh qui est désormais, donc l'Artsakh qui est désormais aux mains des Azerbaïdjanais, ça peut donc redistribuer les cartes, notamment des alliances dans ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Oui et non. Je reviens brièvement pour exprimer mon accord sur ce qu'a dit M. Blanchard, sur le risque de la stratégie azerbaïdjanaise qui va progressivement transformer, ou qui voudrait progressivement transformer l'Arménie en une sorte de Bantoustan avec des enclaves. Il y a déjà 150 km² de territoire arménien qui sont occupés. Je ne parle pas de l'Artsakh, qui sont occupés par l'Azerbaïdjan, et effectivement des revendications sur les enclaves. Maintenant, sur des enclaves qui sont sur des routes, comme il a été dit, c'est vrai. Maintenant, sur votre question, il faut bien comprendre que le gouvernement actuel, qui au départ n'était pas franchement anti-russe, qui était vaguement d'essence libérale, eh bien, c'était déjà trop pour M. Poutine, et donc ça s'est progressivement polarisé. Et aujourd'hui, le risque de ce pouvoir, c'est qu'il est en voie, si j'ose dire, de zelenskisation. C'est-à-dire que Pachinian, qui n'intéresse l'Ouest que dans la mesure où il peut gêner localement la Russie. Il peut gêner localement la Russie quelque temps.
la Russie est empêtrée dans d'autres problèmes, mais la Russie fait le pari que, quelles que soient les gesticulations ou les initiatives de Pachinian et du gouvernement actuel, ils ne pourront jamais aller très loin parce que l'Occident, fondamentalement, n'est pas intéressé par cette région, ou en tout cas, il n'y est intéressé que par son fondé de pouvoir local, qui est la Turquie, avec lequel Poutine a également des alliances. Et donc, voilà, le risque est là, c'est que Pachinian s'aliène un peu plus la Russie. Il y a un soutien occidental très minime. Il a été dit que la France, et c'est vrai, a livré des armes. Enfin, c'est quoi, hein, on parle d'une 50aine de jeeps blindés pour faire des patrouilles et de radars. Voilà, enfin, c'est pas des armes offensives, c'est pas des armes qui permettent de changer la donne. Ce qui est différent avec l'Inde, ce qui est peut-être différent avec l'Inde. Et puis, l'autre problème que je vois, moi, pour le sort du Karabakh, c'est que dans sa volonté, justement, de se concilier les bonnes grâces de l'Occident, dans sa volonté, comme il a été dit, de ne plus rouvrir ce dossier du Karabakh, eh bien, cette affaire du Karabakh est en train de devenir un problème interne à l'Arménie. Et non plus un sujet de droit international. Je m'explique. Vous avez peu après l'épuration ethnique, vous avez un groupe les députés du Karabakh qui ont mandaté un groupe de personnes pour continuer à prendre des initiatives politiques pour faire vivre la cause du Karabakh. Ces personnalités politiques sont pour certaines apparentés à l'ancien régime d'avant Pachinian. Ils sont pas, c'est pas nécessairement des gens qui sont farouchement anti-Pachinian, mais comme étant apparentés à l'ancien régime, ils vont être intégrés dans un jeu politique de vous êtes avec Pachinian ou vous n'êtes pas avec Pachinian, vous êtes contre Pachinian, et donc ça devient de la tambouille politicienne interne à l'Arménie, et ça prive le mouvement du Karabakh, la cause du Karabakh, de soutien externe, et notamment de soutien occidentaux, par exemple ceux des députés ou des sénateurs français, qui ont été un soutien très fort. Parce que les députés ou les sénateurs français se moquent bien, si vous voulez, et c'est normal, d'être anti ou pro-Pachinian. C'est pas ça la question. La question, c'est celle du Karabakh. Alors je vais donner la parole à Benjamin Blanchard qui note ce que vous dites, Laurent Lélékian. Non, mais au début de votre intervention, Laurent Lélékian, vous parlez de l'occupation de dizaines ou de centaines de kilomètres carrés arméniens de la République d'Arménie par l'Azerbaïdjan. Et en fait, quand on va là-bas, et notamment dans le Syunik, dans le sud, ce couloir au sud du pays, c'est vraiment très frappant parce qu'en fait, désormais, l'Azerbaïdjan occupe toutes les crêtes. Et il suffit il n'y a pas besoin d'être un grand stratège militaire ou un grand géographe pour comprendre que ça met l'Arménie dans une situation extrêmement dangereuse. Et dès qu'on est dans un village arménien dans le Syunik, en fait, de partout, on voit les positions azerbaïdjanaises qui entourent les positions arméniennes et qui les surplombent. Donc c'est bien sûr extrêmement dangereux et ça donne une impression de sursis à la population puisque les gens savent qu'il suffit d'un claquement de doigts pour qu'ils se fassent envahir. Et désormais, l'armée arménienne n'est pas en position de répondre, non seulement pour les problèmes d'armement que vous évoquiez, etc., mais maintenant d'une simple raison de position géographique. Toutes les crêtes sont occupées par les soldats azerbaïdjanais. Et je voudrais aussi ajouter un mot sur les problèmes internes en Arménie. Également, il ne faut pas oublier la lutte contre l'église arménienne de la part du gouvernement Pachinian et qui a pris encore une nouvelle ampleur. Par exemple, la télévision d'État, pour la première fois depuis des lustres, a refusé de diffuser le discours du catholicos Garegin II lors des vœux de nouvelle année, de Noël, je ne sais plus. Et c'est quand même un signe de défiance extraordinaire. Et bien sûr, le catholicos ne s'était pas privé de s'élever contre des mesures libérales, comme on dirait en nouveau langage, de woke du gouvernement de Nicole Pachinian. Et je pense que là, ça ne cessera pas, ça va ne faire que s'amplifier. Alors, Benjamin Blanchard, on est obligé de terminer cette table ronde. Armand Alexanian, vous voulez peut-être dire un dernier mot de la fin, notamment sur comment briser l'omerta médiatique sur ce qui se passe en Arménie ?
Je pense qu'il n'y a pas de secret. Vous savez, il y a de la fierté arménienne qui conduit beaucoup d'Arméniens à ne pas vouloir témoigner. C'est une problématique que j'ai pu réaliser sur place en faisant le documentaire. Beaucoup refusent de se témoigner parce qu'ils ne veulent pas être vus comme des faibles, comme des perdants. Donc cette fierté les pousse à ne pas vouloir témoigner. Et malheureusement, les Arméniens sont les principaux acteurs de la non-médiatisation aussi de ce conflit. Voilà. Écoutez, nous on continuera évidemment à en parler, à suivre ce conflit avec vous. Merci à tous, merci à Armand Alexanian. Je rappelle, vous êtes ancien directeur d'Omerta et fondateur de ce nouveau média Témoin qui sera lancé avec un documentaire justement sur l'Arménie. On vous invitera pour que vous présentiez un petit peu plus en détail ce nouveau média Témoin. Merci à vous Benjamin Blanchard, directeur de l'association SOS Chrétien et puis patron de l'émission Journal de la plus grande France. Votre prochaine émission est le 20 janvier prochain. Et merci à vous Laurent Lélikian, analyste politique et spécialiste de l'Asie mineure et du Caucase du Sud. Merci à tous les trois.